Bonjour messieurs, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Armateurs de France, dans cette très belle bibliothèque, pour parler d'un sujet qui est excessivement important dans le cœur des officiers de la marine marchande. Ce sujet est le dumping social. Alors, il est arrivé un tsunami il y a un an avec P&O qui a viré d'un coup 800 marins et qui a passé ces bateaux sous un pavillon étranger, tout ça suite au Brexit. Alors, cette concurrence, c'est pas nouveau, ça a commencé fin des années 90, sur la Corse notamment. On a également eu d'autres tentatives qui n'ont pas échoué malheureusement sur l'Irlande, dans le milieu des années 2000. Et aujourd'hui, c'est arrivé directement sur le transmanche. Alors, c'est quelque chose qui est très fort, qui va impacter fortement l'avenir des marins. Et aujourd'hui, il y a 3 armements emblématiques qui se sont alliés. Ce sont DFDS, que vous représentez, Monsieur Charlot, Corsica Linea et Brittany Ferries, qui se sont donc joints pour essayer de faire quelque chose et surtout arrêter ce dumping social. Bonjour Monsieur Charlot, vous êtes le directeur général de DFDS. Nous vous avions croisé au mois d'octobre avec la réunion paritaire et Hervé Berville à laquelle vous aviez assisté. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu et actualiser la situation du dumping social en France sur le transport? Vous avez mentionné effectivement, je dirais, le point le plus marquant pour tout le monde, c'était le licenciement des 800 marins de chez P&O, mais il faut revenir un petit peu en avant. Pendant la période de Covid, certains armateurs et armements ont pris la décision d'arrêter des bateaux compte tenu de la chute des volumes. C'est exactement dans ce laps de temps-là que Irish Ferry a vu une opportunité pour rentrer sur le détroit. Ce qui ne pose pas de problème, je dirais que représentant des FDS, nous on s'est construit sur la concurrence, donc la concurrence ne nous fait pas peur. La seule chose, c'est que c'est la première fois où un pavillon autre qu'un pavillon national français ou anglais sur le transmanche arrivait. Donc immédiatement, ça nous a alertés. Néanmoins, la menace était relativement faible parce que, voilà, période de Covid, on avait beaucoup de sujets à traiter et puis surtout un seul navire. D'accord. Et en fait, c'est sur la montée en cadence d'Irish Ferry, avec ce modèle, je dirais, social complètement décalé par rapport à celui que l'on a sur la ligne de DFDS, que ce soit en pavillon anglais ou pavillon français, qui a été développé. Et immédiatement, je dirais 3 mois après qu'Irish Ferry ait annoncé ses opérations à 3 navires, P&O a décidé de faire un copier-coller du système social, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire moins 10 ans à la fois sur les salaires, et pas qu'un peu, hein, entre 60 et 80%, et surtout sur les rythmes de travail. Et donc avec un impact immédiat sur le coefficient de poste. Donc c'est là effectivement où, comme pendant le Covid, nous sommes retrouvés avec Brittany Ferries. Je sors de l'Assemblée générale d'Armateurs de France où le nouveau président parlait de la solidarité entre les armements. Je crois qu'avec Brittany Ferries, on est concurrents hein, sur la Manche Ouest. Mais quand il y a un point crucial qui doit être sauvé au niveau des armateurs français, on sait se trouver, on sait faire des efforts en commun. C'est dans ce cadre où on a commencé, en tout cas, je dirais, notre travail de pédagogie et d'alerte au niveau du milieu politique. Alors justement, cette alerte, elle a résonné auprès de nos députés. Bonjour Monsieur Le Gac. Vous êtes donc le député de la 3e circonscription du Finistère et vous avez initié un projet de loi qui a été adopté tout récemment pour lutter contre le dumping social. Alors vous êtes dans le groupe Renaissance, vous êtes de la team maritime, vous suivez Madame Panonacle, que l'on connaît bien maintenant dans les pages de Jeune Marine. Pouvez-vous nous expliquer quelle a été votre motivation et votre détermination à suivre ce dossier? Une proposition de loi
un projet de loi. On y reviendra tout à l'heure pour expliquer la différence entre les deux. Donc moi, c'est mon deuxième mandat de député. Et donc, je suis député breton, donc avec bien évidemment un fort tropisme maritime. Oui. Avant d'être député, j'étais élu local. Et donc la Brittany Ferries, c'est une compagnie que l'on connaît bien évidemment dans le Finistère, et pour cause, puisqu'elle a été créée là-bas. Et au précédent quinquennat, elle a été créée par des paysans bretons. Et au précédent quinquennat, déjà, j'avais beaucoup noué de relations avec Jean-Marc Rouet et la compagnie, et pour cause, puisque la Brittany Ferries a été en difficulté importante, à la fois suite au double effet ciseau, à la fois lié au Brexit d'abord, et puis ensuite le Covid. Et effectivement, en quelques jours, toutes ces commandes se sont complètement effondrées. Ça, c'est le Covid, après déjà un Brexit particulièrement difficile à absorber. Donc, tout naturellement, lorsque Jean-Claude Charlot, Jean-Marc Rouet nous ont alertés, j'ai fait partie des premiers députés, effectivement, en alerte tout de suite. Et je me suis rendu à Saint-Malo au mois de novembre dernier, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé l'appel de Saint-Malo, où effectivement les armateurs nous ont formellement interpellés, nous les parlementaires, mais aussi les élus régionaux. Alors ce sujet, il n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à le considérer un peu plus qu'avant, puisque en fait le sujet, comme on disait, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il était peut-être plus présent et plus marqué avec le transmanche, mais quel est peut-être le déclencheur et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça devient un point crucial pour vous? Très rapidement, en fait, on se rend compte qu'à travers ce qui s'est passé à bord de P&O et le licenciement de ces bus marins, c'est pas juste qu'un épiphénomène. Très vite, en creusant un peu le sujet, en discutant avec les uns et avec les autres, avec les armateurs, avec le ministre Hervé Berville, avec les services de l'État, quelque part, très vite, on s'est dit que c'était un peu beaucoup l'avenir de la marine marchande qui était en jeu. Tout simplement. Parce que comme Jean-Claude Charlot vient de le dire, les entreprises qui pratiquent le dumping social sont capables de réduire leur coût social, justement leur charge sociale, de 60 à 80%. Et donc de proposer aux clients des tarifs allant de 30 à 40% moins chers. Donc effectivement, très vite, le client, surtout en ce moment, en période d'inflation très forte, eh bien, il choisit la compagnie qui offre le ticket le moins cher. Donc très vite, on s'est dit qu'il fallait envoyer un message et marquer un coup d'arrêt, en tous les cas envoyer un message très fort. La DFDS et Brittany Ferries, c'est un quart des recrutements de l'École nationale supérieure de la marine marchande. Les ferries français, c'est un quart. Donc vous imaginez, demain, il n'y a plus ces ferries, ou demain, ils sont en difficulté. C'est l'école, c'est le NSM qui est en difficulté. L'ENIM aussi, ces ferries représentent 10% des cotisations des cotisants de l'ENIM. Donc voilà, on a essayé de réagir et envoyer un message très fort pour dire il faut marquer, il faut envoyer, et donc cette loi. Pardon. D'accord, bon bah en tout cas, c'est à peu près réussi. Monsieur Charlot, la moins-disance sociale, parce que c'est ce dont on parle, comme elle est appliquée chez vos concurrents actuellement, est-ce réellement un modèle? Est-ce réellement, comment dire, la solution, puisque vous êtes premier registre, et c'était un choix en venant chez DFDS d'être premier registre national français? Quel est votre intérêt à rester sous pavillon français? Alors, vous savez, ça fait 10 ans que je suis en responsabilité en tant que directeur général chez DFDS. Et je pense, dès mes premières heures, on a challengé le pavillon français. D'accord. Voilà, l'image d'Épinal du français, au sens large, hein, ouais. Même au-delà du maritime, c'est qu'on est très fort en football et très fort en grève. Voilà, ouais. C'est comme ça qu'on est venu de... Donc quand vous parlez de challenger, c'est peser le pour et le contre, savoir si vous allez Exactement, garder le pavillon français. Je pense qu'il y avait une interrogation à l'époque, hein, quand DFDS s'est intéressé notamment à la ligne Calais-Douvres. S'est interrogé comme n'importe quelle... compagnie qui arriverait sur un marché et qui découvrirait le pavillon français. 10 ans après, il n'y a que des salutations sur la qualité du pavillon français, sur le professionnalisme de nos marins.
et leur autonomie. Voilà le résultat. Donc, le pavillon français, en tout cas pour mes actionnaires et mon COMEX, est un gage de qualité. En plus, vous avez un petit peu une double casquette dans le sens où il y a également des navires que vous exploitez sur Dunkerque avec un pavillon britannique. Donc vous avez arrivé vraiment à comparer la qualité de service. Tout à fait. On est en pleine capacité à avoir les deux. Et d'ailleurs, il y a eu, et ça a été aussi une des démarches du Fontenoy, qui était de revitaliser également la compétitivité du pavillon français, parce que il le mérite, mais à un moment donné, le rapport qualité-prix que vous mettez sur le pavillon français doit être compétitif. Et l'écart qui existait avec le pavillon britannique était tel que ça devenait un petit peu complexe. Ça a été rectifié avec le remboursement des charges sociales salariales dans le cadre du Fontenoy. Et aujourd'hui, on peut dire à 5% près que le pavillon britannique et le pavillon français, en termes de coûts, sont à peu près identiques. Ce qui était déjà à l'époque une grande avancée. Donc, pour en revenir à la question du dumping social, nous sommes convaincus du bien fondé du pavillon français et de ce qu'il apporte en termes de gages de qualité et de sécurité. Néanmoins, comme le disait monsieur le député, quand vous avez des concurrents qui peuvent se permettre, en gardant la même marge que vous, de casser les prix de 40%, économiquement, ça devient, et commercialement, ça devient pratiquement intenable. Donc c'est dans ce cadre-là où, avec Jean-Marc Rouet, nous avons essayé, et qui a été bien entendu, je pense qu'on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de pédagogie, notamment avec les députés ou avec le gouvernement. Ils savaient très bien qu'il y avait un problème. En revanche, là où je pense c'est absolument historique et vraiment à souligner, j'avais appelé dans ces mêmes bureaux à une urgence à agir. Entre le moment où j'ai dit ça et le moment où la loi de police du député Le Gac a été votée à l'unanimité, c'est 19 semaines. Oui, c'est très rapide, parce que justement, on est en train de fêter les anniversaires des 1 an des 800 marins qui ont été virés. Donc on mesure bien le chemin, sachant qu'en plus, il y a eu une élection présidentielle entre-temps. Donc il y a eu un chemin qui a été rapide et efficace. Tout à fait. Et qu'il le nécessitait, encore une fois. Pourquoi il le nécessitait? C'est que cet écart, il n'est pas soutenable sur la durée. On peut faire des efforts, on peut attendre 1 an, 2 ans. Mais au final, qu'est-ce qui se passe après? Quand vous commencez à perdre de l'argent et que vos principaux concurrents, eux, sont au-dessus de la ligne de flottaison par un modèle social qui est moins disant par rapport au vôtre, vous n'avez pas beaucoup de choix. Soit vous arrêtez, soit vous copiez le modèle pour rester. Et c'est pas faire injure, je l'ai toujours dit à mes organisations syndicales avec la même transparence, c'est pas faire injure au pavillon français. Je suis un défenseur du pavillon français depuis la première minute où je suis en responsabilité. Néanmoins, la réalité économique, elle est celle-ci. Alors, votre témoignage est important parce qu'on est en train de voir la position de l'entrepreneur. Maintenant, il y a aussi la vision de l'entrepreneur France, quelque part, puisque quelque part la France est un peu une entreprise qui donne des salaires à ses clients, qui récupère des taxes, qui fait vivre une population, faire venir une population étrangère pour travailler à moins cher sur un territoire, ça vous dessert également, vous. Quelle est votre vision par rapport à ce bien public social, puisque ce sont des emplois de marins, de gens qui ne vont plus forcément vivre dans le Finistère, des gens qui ne vont plus forcément apporter de la richesse au Finistère? Oui, bien sûr, il y a l'aspect des emplois, l'aspect économique à court terme. Effectivement, si demain, par malheur, les compagnies arrivaient à disparaître, des FDS, Brittany Ferries, ce sont des milliers d'emplois. Et donc, effectivement, le rôle du politique, c'est d'abord, au moins de préserver l'emploi et de consolider l'économie. Mais derrière, c'était aussi une question de souveraineté dont on parle tant en ce moment. Souveraineté maritime, bien évidemment, puisque on parle beaucoup des transports de marchandises sur tous les océans. 90-95% des marchandises qui sont échangées passent par les océans, mais les passagers, c'est aussi complètement stratégique. Donc,
Et puis au-delà de ça, au-delà de l'emploi, au-delà de la stratégie maritime, c'est aussi une question d'affirmer que sur le continent européen, il faut qu'on puisse au moins conserver, maintenir des règles sociales, parce que derrière, c'est aussi la question de la dignité humaine. Donc c'est aussi ça qui nous a motivés principalement. On a des marins qui travaillent dans des conditions salariales complètement déplorables, donc on ne connaît pas vraiment les salaires, et puis surtout des conditions de travail physiques, en temps passé, qui sont aussi pas entendables, mais en tous les cas dans une Europe telle qu'on la souhaite et dans un grand pays comme la France. Alors, justement, on parle beaucoup de dumping social, mais votre loi, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors il y a deux choses. Donc c'est une proposition de loi et non pas un projet de loi, c'est-à-dire qu'elle émane du Parlement. C'est pour répondre en tous les cas, pour expliquer pourquoi ça a été si rapide sans doute. Oui. Le gouvernement a la possibilité de faire lui aussi voter des projets de loi à son initiative, mais une proposition de loi, c'est souvent permet plus de souplesse. Il y avait... on a bien travaillé avec le gouvernement, puisque même si c'est une émanation et une volonté du Parlement, des députés, le gouvernement nous a soutenus et Hervé Berville, avec nous, a compris qu'il fallait très vite pouvoir la proposer au vote du Parlement. Donc, gouvernement et députés, on a réussi à trouver une fenêtre, en fait, puisqu'il s'agit bien de cela. On appelle ça une niche dans notre jargon, une niche parlementaire, qui n'est plus ni moins qu'une fenêtre où il a fallu aussi, pour ma part, convaincre les responsables du groupe auquel j'appartiens pour leur dire qu'il faut aller très très vite. Donc, proposition de loi très simple. Souvent, comme ce sont des propositions de loi, elles sont courtes, plus courtes que les projets de loi qui émanent du gouvernement. Et là, deux articles principaux. Enfin, au début, un seul article qui disait que il faut que les marins qui naviguent sur le transmanche, les navires à passagers, aient un salaire minimum. Voilà, quel que soit le pavillon, quelle que soit la nationalité du navire, il faut que les marins qui soient à bord puissent bénéficier d'un salaire minimum. Voilà. Après, très très rapidement, au cours des débats, au cours des échanges, et c'est ça qui est intéressant, justement, quand on construit une loi, quand on fabrique une loi, il y a des auditions, il y a des discussions avec des autres groupes politiques, avec tous ceux qui participent dans le secteur, les organisations syndicales, les armateurs, et très vite on s'est rendu compte que le dumping des compagnies s'exerçait aussi par le temps, on vient de l'évoquer, par le temps, le non-respect du temps de travail. Donc on a rajouté un deuxième article, une deuxième disposition très forte. Comme il doit y avoir un salaire minimum, il doit y avoir aussi un temps de repos minimum. Et donc nous avons considéré dans la loi, ce sera précisé dans le décret, que, eh bien, il faut désormais une parité entre le temps de travail et le temps de repos. Alors tout ça, en fait, c'est quel que soit le pavillon. C'est qu'actuellement, on a un pavillon anglais, français ou chypriote, et n'importe quel de ces pavillons devra respecter cette réglementation. À partir du moment où le bateau touche les côtes françaises, et donc exerce une activité de transport à passagers sur le transmanche, entre la Grande-Bretagne et la France, il devra respecter ces dispositions. Alors, s'il ne les respecte pas? Donc, eh bien, comme dans toutes les lois, il y a un volet coercitif qui est prévu, dont on a beaucoup discuté d'ailleurs, en commission d'abord, puis ensuite encore dans l'hémicycle la semaine dernière à l'Assemblée nationale, sur le montant de ces sanctions. Donc, ce sont des amendes, et on a même rajouté un amendement supplémentaire en séance qui dit que le bateau peut même être immobilisé. À l'instar de ce que dit la loi anglaise, puisque donc, vous le savez, mais je le rappelle, parce que c'est extrêmement important, en même temps que nous votions la loi, les Britanniques ont voté une loi quasi identique, et qui elle aussi prévoit l'interdiction du bateau, l'interdiction de quitter le port, donc l'immobilisation du navire en cas de non-respect de ces dispositifs. Alors tout ça, c'est vrai que c'est très intéressant et important parce que vous avez bien dit que ce projet a été fait en concertation et surtout a été bien accompagné par le secrétariat d'État, par le gouvernement, mais en plus il a été soutenu par deux de vos collègues, puisque vous étiez trois à cette initiative. Vous avez monsieur Jumel et monsieur Berthelot qui sont de part et d'autre de l'hémicycle, donc on a vraiment une belle cohésion de l'ensemble des Français. Mais en plus, on a les Anglais qui ont fait de même. Donc on est vraiment sur une cohésion totale pour un pavillon, peut-être pas forcément mieux disant, mais aujourd'hui
un peu plus respectueux des droits des Oui, salariés. tout à fait. Bah, d'abord, je pense tout simplement parce que ce qui s'est passé à bord de P&O a beaucoup choqué les opinions publiques, Oui. de part et d'autre de la Manche. Les Anglais ont été très, très choqués par le licenciement des 800 marins de P&O, donc ils ont voulu réagir. Il y avait des discussions entre la France et l'Angleterre à travers la charte aussi, Oui. la charte d'engagement volontaire entre les deux pays et les compagnies qui font le transmanche. Donc tout ça, effectivement, a donné de part et d'autre une loi. Et puis en France, effectivement, après ça, c'est le travail du politique. On a discuté, rencontré mes collègues et les amener effectivement vers une convergence de points de vue. Et j'ai très bien compris, j'ai compris très rapidement qu'il fallait rajouter justement cette nouvelle disposition sur la parité entre le temps de repos et le temps de travail. S'il n'y avait eu que le salaire, je pense que mes collègues n'auraient pas suivi. Donc j'ai convaincu. Le ministère n'y était pas très favorable au début, puisqu'on est sur une loi de police. Encore une fois, on est d'une manière générale sur un cadre extrêmement contraignant. Là, on vote une loi franco-française, mais vous savez bien que Jean-Claude Charlot le sait mieux que moi, que les dispositions concernant les transports maritimes en général et les transports à passagers en particulier doivent respecter d'abord des textes internationaux, ceux de l'Organisation mondiale de l'OMI, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, les directives européennes, et donc il fallait que notre loi soit en conformité avec tous ces textes-là. Alors, c'est vrai que le marin connaît ça depuis des années, le dumping social sur les pavillons en général, et puis à bord, il le voit bien. Est-ce qu'on est certain que cette loi va être vraiment appliquée? Parce que on peut voir un peu la même chose dans le transport routier, même avec des petites camionnettes qui échappent à toute réglementation, ou avec des beaux camions pavillons, enfin, avec des plaques françaises et des chauffeurs des pays de l'Est. Est-ce que c'est un spectre que l'on peut réellement éviter grâce à cette loi, Monsieur Charlot? Tout d'abord, je crois qu'il faut vraiment saluer effectivement ce vote transpartisan. Je crois que c'est Transpartisan et unanime, car voilà. rappelons-le, ça a été voté à 153 voix à 0. Oui, c'est juste incroyable et ça Surtout donne le un contexte. poids. Ça donne un poids et pourquoi ça? C'est parce que ce n'est que du bon sens. C'est-à-dire que sans cette loi, et je l'avais déjà dit, je pense que le bastion du ferry serait tombé au pavillon français. Avec Jean-Marc Rouet et Brittany Ferry, DFDS représente pratiquement les 2/3 des emplois de marins français premier registre. Vous imaginez si deux compagnies coulent ou changent de pavillon, c'est vraiment une question de souveraineté. Donc voilà, tout ça fait sens et il faut vraiment le souligner. Après, sur l'application de la loi, je pense qu'on a énormément également débattu. On verra le décret, mais c'est surtout, on a insisté sur pas uniquement s'arrêter au volet coercitif sans le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on peut faire une très belle loi avec beaucoup d'amendes, etc., mais qu'il faut une task force pour aller contrôler, pour pouvoir être en capacité de comprendre également comment fonctionne la marine armement, pouvoir regarder les rythmes de travail, etc. Donc il y a un minimum de préparation, en tout cas, à avoir. Parce que le dire, c'est bien. Après, il faut aussi l'appliquer. Et là, nous avons reçu plutôt des confirmations d'engagement, notamment de la part d'Hervé Berville, pour déployer une force importante qui permettra d'aller faire les vérifications nécessaires pour voir si la loi est appliquée ou pas. Alors, Monsieur Legac, maintenant qu'elle est passée à l'Assemblée nationale, quel est le chemin qui va conduire à l'adoption ou peut-être au décret? Parce qu'on attend aujourd'hui. C'est ça, donc comme toutes les lois, elle doit maintenant poursuivre sa vie au Sénat. D'abord voter à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat. Les contacts que nous avons pris les uns et les autres, et justement parce qu'il y a eu un vote unanime à l'Assemblée nationale, qui a une volonté forte du gouvernement de la faire voter rapidement, le Sénat devrait l'examiner avant l'été. Et donc, comme pour la loi anglaise, eh bien, elle devrait être opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Donc, elle passe au Sénat avant l'été, elle retourne au Parlement. Voilà, très rapidement. Très rapidement. Et ensuite, il y a les décrets d'application. Voilà, les décrets d'application. Après l'été, avant ou après l'été, une application pour la fin de l'année. Et peut-être des équipes pour vérifier que tout se passe bien
Ce sont des équipes qui sont déjà en place? On a beaucoup insisté dans la loi, d'ailleurs on a ajouté un article, un nouvel article, l'article 3, qui dit qu'effectivement qu'on demande au gouvernement un rapport sur les forces, enfin les services de l'État en matière de contrôle, d'inspection maritime, parce qu'on a auditionné pour préparer la loi un certain nombre de services de l'État qui nous ont dit quand même que parfois ils n'étaient pas toujours assez nombreux. Donc on veut aussi vérifier ce point-là pour pouvoir effectivement que la task force soit opérationnelle. D'accord, donc une réelle volonté de la faire passer, de la voir aboutir et de la voir appliquer. Donc plutôt une belle réussite. Oui, et puis on peut dire aussi que le ministre, en séance la semaine dernière, a annoncé aussi la signature très rapide d'un décret pour réaffirmer qu'il ne voulait pas ouvrir le registre international français, le RIF, sur les liaisons, transports à passagers entre la Grande-Bretagne et la France. Donc ça aussi, c'est de nature à rassurer et toujours à envoyer un message. Parce qu'après, il y aura probablement, je ne l'espère pas, mais une bataille peut-être avec les opérateurs, avec les autres compagnies, donc voilà, en tout cas, c'est un message très fort qu'on envoie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Avez-vous un dernier message à tous les officiers, pour l'avenir des officiers, peut-être, pour les rassurer? Ce qui nous a beaucoup guidés, outre la question sociale, ce qui nous a beaucoup guidés dans la rédaction de la loi, c'est aussi la question de la sécurité maritime. Il faut que les marins puissent exercer bien évidemment leur métier dans un environnement de sécurité maritime. On sait que la Manche est un des détroits au monde les plus fréquentés, les plus dangereux aussi. Si les officiers qui, eux, sont bien formés, ont avec eux des marins qui naviguent, qui ne se sont pas reposés depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, qui vivent dans des conditions conditions sociales de travail complètement inacceptables, l'officier qui a sa passerelle n'est pas très tranquille, parce qu'il se dit, est-ce que dans les ponts, dans les machines, est-ce que ça va suivre? Bien sûr, bien sûr. Moi, si j'avais un message à envoyer aux officiers, c'est ayez confiance. Effectivement, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est chahuté, finalement, on arrive à une véritable avancée pour le pavillon français. La compétitivité du pavillon français s'est énormément améliorée, au moins ces 10 dernières années, ce qui est porteur de plein de choses. Il y a de belles choses à faire en termes de transition écologique avec des chantiers, des créations d'emplois juste incroyables. Et je pense que le Covid a mis en exergue la nécessité pour la France d'avoir une marine marchande à la hauteur de ses ambitions. Et je remercie justement le monde politique de l'avoir compris. Et quand j'entends parler de flotte stratégique, d'officiers stratégiques, etc., tout ça va dans le bon sens et j'espère sincèrement qu'il y aura énormément d'officiers français qui sortiront, qui seront de plus en plus nombreux et qui garderont cette qualité au niveau de la formation, du savoir-faire à la française, qui est un gage de sécurité, mais aussi, au final, d'aller chercher des marchés à l'international. C'est, je pense, notre rôle, nous, en tant qu'armateurs, c'est d'arriver à mettre le pavillon français premier registre et aller chercher des marchés ailleurs. Très bien. Eh bien, merci énormément pour nous avoir accordé un petit peu de temps au sein des locaux d'Armateurs de France. Merci beaucoup. Tous nos vœux de succès pour la fin du cheminement et puis pour votre très belle compagnie basée à Dieppe et qui opère sur Calais et Dieppe. Merci beaucoup. Au revoir.